Mettez-vous à la place d'un adolescent d'aujourd'hui et comparez ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'on lui raconte, à ce que vous-même entendiez lorsque vous aviez le même âge que lui. Dans les années 70, il y avait des magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, Pilote. Et avec mes frères et sœurs, on recevait ces magazines tous les jeudis. Et toute mon enfance et mon adolescence ont été bercés par des récits prospectifs qui nous racontaient l'an 2000. L'an 2000 était archi configuré. On nous expliquait très exactement comment on allait se déplacer en l'an 2000, comment on allait manger en l'an 2000. Cet an 2000, il était présenté comme un horizon. Que l'image qu'on s'en faisait à l'époque ne soit pas exacte et la suite l'a montré, peu importe. L'an 2000 était représenté. Alors je dis représenté dans les deux sens du terme. Il était dessiné et il était représenté au sens où il était mis dans notre présent, de sorte que chacun pouvait tracer une ligne existentielle individuelle par laquelle il passerait de l'état où il était à l'époque, dans le présent de l'époque, si on peut dire, vers ce futur qui lui était représenté. Est-ce qu'un adolescent d'aujourd'hui bénéficie des mêmes services, si j'ose dire? Non. Non. 2050, on n'en parle pas. 2100, c'est trop loin. Et donc, dans le fait que le mot progrès a disparu, il y a peut-être simplement le fait que nous ne sommes plus capables de configurer le futur. Nous ne sommes plus capables de le dessiner d'une façon qui soit crédible, attractive. Vous pouvez toujours parler du futur, mais est-ce que vous serez crédible? Ou bien vous pouvez annoncer ce qui est prévu par certaines sciences, par exemple la climatologie ou d'autres. Est-ce que ça sera attractif? Pas vraiment. Et donc il y a un rétrécissement de l'échelle temporelle vers le présent qui fait que les grandes questions sont rarement abordées et on n'a jamais le temps de toute façon de les envisager réellement. Et je pense que pour les adolescents d'aujourd'hui, j'en ai chez moi, c'est extrêmement dur en fait. Évidemment, ils disent pas c'est dur parce qu'ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Mais j'imagine que pour eux, l'avenir est quelque chose d'assez nébuleux, d'assez angoissant. Et le fait qu'ils soient laissés en jachère intellectuelle, et même en lévitation politique, doit être pour eux une source inconsciente d'angoisse. Personne ne parle de 2050. Quand l'Europe parle d'horizon, elle parle de 2020. Hein. C'est quand même court. Hein. C'est court comme plan, 2020. Mais par exemple, est-ce qu'en 2025, il y aura encore des cours en amphithéâtre? Personne ne le sait, parce qu'en fait, ça dépend de nous. Mais il y a tellement de choses qui dépendent de nous, de nos choix, et il y en a tellement d'autres qui n'en dépendent plus, que c'est impossible de faire la part des choses et de pouvoir dessiner de façon crédible le futur. Comment sera la géopolitique dans 10 ans? Je me souviens très bien qu'à Centrale, quand j'étais élève, on considérait tous que la religion, c'était une affaire privée qui ne regardait personne. On ne savait d'ailleurs pas vraiment qui était catholique, qui était juif, qui était protestant. On s'en fichait. Par contre, on avait des luttes politiques assez intenses. Il y avait des trotskistes dans un bâtiment, il y avait des gens plutôt royalistes dans un autre bâtiment. C'était très marqué politiquement. Aujourd'hui, ils sont tous centre-droit, ils n'en parlent jamais. Par contre, on connaît leur religion. Ça, c'est quand même un truc que personne n'avait prédit.